Lorsque papa est parti à la guerre, la France, il ne connaissait pas. Mais lorsqu'il est revenu, pour lui, la France était la patrie. C'était la mère patrie. C'était cette terre qu'il fallait défendre. 아니면 전문데 기비가 오는데 위지 뭐 기비가 매우 머루 내 기비가 안 라던 게 젊은 남자는 게 밑에 뭐냐 게 밑에 게 말을 랑그런들이 얘는 저 완전 기 기변이 말이야 안 기, 뭐 đỡ 오는데 근데 단 왜 이러고 니 내가 빠따로 빠루따로 Nous avons attendu le bateau à partir de janvier 1919. Les premiers sont partis au mois de mai. Nous avons embarqué sur un bateau anglais nommé Kiaora en septembre 1919. Nous sommes partis de Saint-Raphaël jusqu'au Havre où nous embarquons pour Nouméa en passant par l'Amérique, Tahiti et Fidji. Nous sommes arrivés à Nouméa le 4 novembre 1919. Ils étaient heureux, ceux qui étaient là, ceux qui ont pu reprendre le bateau pour revenir, parce que c'était le retour au pays, revoir la famille, tout ça, c'est bien. Nous nous embarquâmes sur le vapeur Saint-François pour toucher marée le 6 novembre 1919. Notre joie et celle de la famille furent immenses. Marée et toutes les chefferies étaient en paix. đỡ nó paru nó paru cái anh đỡ chuyện để chơi mà ra mà mình nghe. C'était bien le retour, mais il manquait quelque chose, il manquait des gens. Il manquait des êtres avec qui ils ont combattu, ils ont souffert, et ça pour eux c'était quelque chose de... ils vivaient avec, mais bon, c'était un manque quand même. Oui, là, frère, les maris, quand les vichous, quand les vichous, nous n'avons pas de vichous. On a droit à un peu de néo, nous avons été de pont, mais toca crème, La disparition de ses frères, je crois qu'il les a vécus jusqu'à sa mort, hein, parce que c'est des choses qu'on n'oublie pas. Bonsoir. La Première Guerre mondiale a été particulièrement meurtrière. Au total, 193 des 1040 caldoches mobilisés mourront au combat, ainsi que 382 des 1105 engagés Kanak, soit un Kanak sur 3. Et il ne faut pas oublier non plus tous ceux qui décéderont à leur retour de suite de leurs blessures ou parce qu'ils ont été gazés, soit 200 personnes de plus. La Grande Guerre restera donc un véritable drame pour tous les Calédoniens. Comment s'est passé le retour de ces soldats ? Quelle a été leur vie après avoir été témoins de toutes ces atrocités? Ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans les traces du passé. Oui, qui blessure, pas. Les blessures ne pas y pas. Seulement, nous avons grande cher, Le rapatriement des soldats engagés prendra du temps parce qu'il y a peu de bateaux disponibles et qu'il y a des grèves dans le port de Marseille. Mais finalement, les Calédoniens rentreront par deux convois. Le premier en mai 1919 par l'aile Cantara et le deuxième par le Kiaora en novembre 1919. On a droit de peindre, courir, on a droit au miracle, on a droit à la peindre, on a pas droit à me na frère, na papa mbari. Peut-être nous le fait tuer ou quand on y a mieux de on a droit à la on donne de chimie on n'a pas mis on n'a pas mis on n'a pas tiré là. On n'a pas tiré. Alors il y a 10 soldats Kanak qui resteront vivre en France et 40
soldats caldoches qui iront s'installer comme colons au Maroc. Je sais qu'il a aimé la France. Je sais qu'il a eu des permissions qui lui a permis de connaître la famille de sa maman, qui était de la Somme. Certains Calédoniens ont pu retrouver leur famille. Et cela a été peu nombreux. La plupart des Calédoniens caldoches ont vécu cette guerre dans l'isolement familial et même dans l'isolement culturel. Le fait qu'ils venaient d'un pays qui avait été un pays où il y avait des bagnards, on le leur rappelait. Ce qui fait que la guerre a été douloureusement vécue par la plupart des Calédoniens, qui ont été heureux et fiers de faire leur devoir, mais qui ont aussi dit qu'ils avaient hâte de rentrer dans leur pays, car c'était la Nouvelle-Calédonie désormais leur pays. À l'abri des pins colonnaires, à l'ombre des flamboyants, dans les vallées de tes rivières, leur cœur toujours est présent. Le grand-père de Ferdinand était arrivé sur le navire La Loire avec un matricule. Il était donc bagnard, forçat. Et donc c'était très important à cette époque-là de laver l'affront d'être condamné ici et de montrer qu'on allait réhabiliter son nom de différentes façons. La première des façons, c'était par le travail. Et puis, on pouvait le faire aussi en participant aux efforts de guerre. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas d'après. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour le roux, c'est le nom du cabaret. Pour les soldats kanaks, leur chance a été d'être toujours regroupés dans un seul régiment et également d'avoir avec eux, en quelque sorte, certains chefs coutumiers et d'avoir avec eux des pasteurs et des catéchistes. Donc il y a eu une unité identitaire pour ce régiment et ce qui a facilité la vie pendant toute la guerre. Quand ils sont partis, c'est vrai que pour la plupart, ils ne se connaissaient pas, notamment avec ceux de la Grande Terre. Et donc, lorsqu'on a vécu ensemble des peines, des souffrances, des pertes, à un moment donné, nous sommes plus que des amis, nous sommes des frères. Parce qu'il est vrai que la souffrance, ça crée des liens tellement forts que on ne s'appelle plus amis, on s'appelle frères. Le traumatisme des horreurs de la guerre sera tellement grand pour tous ces soldats que ceux qui auront la chance d'en revenir vivants préféreront nous raconter à leurs enfants que des anecdotes ou n'évoquer que la solidarité qui existait entre eux. Ils nous en parlaient très peu. Quelques petites choses de temps en temps, mais ils nous en parlaient très peu. Oh, c'était peut-être pas trop des choses à revivre, hein. On laisse ça derrière, dans le fond du crâne. On essaye d'oublier ça. Mon arrière-grand-père a raconté également la violence des combats. Il a expliqué que les avions volaient et crachaient le feu en direction des soldats, que les bombes explosaient à côté d'eux, que les uns tombaient et les autres se défendaient de leur mieux. Il a vu beaucoup de ses compagnons mourir à ses côtés, parfois le corps en lambeaux. Et l'un d'eux a même tué un soldat allemand en l'assommant avec son fusil. Lorsqu'il était dans les tranchées, par exemple, mon père me disait, mais ça il me l'a raconté parce que je sais pas, ça devait l'amuser. Il disait que quand il était dans les tranchées, et comme c'était le plus jeune, un des plus jeunes, on l'envoyait chercher de l'eau. Et quand les balles sifflaient, il rampait avec les seaux. Et quand ils avaient fini de tirer, il courait en zigzag. Alors ce qui fait que quand il arrivait à la tranchée, des fois la plupart du temps, les seaux ils étaient à moitié pleins. Alors ça fait qu'il est obligé de retourner chercher de l'eau, et ça jusqu'à ce que le ravitaillement en eau soit terminé. Mais je pense que quand même, il devait encore l'avoir la peur au ventre quand même. Quand ils avaient les rations, 100 quarts de vin, comme ils ne buvaient pas, ils l'échangeaient contre du chocolat. Ça, il me l'a toujours dit. Petite anecdote qu'il a pu nous raconter quand j'étais jeune, c'est qu'il avait tellement soif, il y avait un trou d'eau qui était trouble, mais seulement la soif, c'est la soif. Une fois qu'il avait bu, il y avait un morceau de cuillère qui sortait,
tiré dessus, c'était la ceinture d'un gars qui était mort. Quoi. Il était, ben, dit tant pis, j'ai vu. Nda wi ropo, wa tinda twa vi pata jawa. Nda wi pa nda tinda tamure, bunda ropo, tinda win ka koyo, ti koyo ro la ville. Tinda pa le copain, ti pa para copain gri, ti pa le pa copine para gri. Tinda wa ria. Tinda wi ropo. Bari tinda to la kayan ni tinda tu. Tinda to ko tinda to ria, bari tinda tu. Tinda koyo ika mo jara ve, tinda pamter. La caliente. Parlait un peu de ses copains, mais il a eu beaucoup de copains, 2 copains tahitiens. Ça, je sais, il y avait Richemont et Sanford, ça, il en parlait. Ouais, qu'ils étaient arrivés là-bas avec des guitares. Là. À la guerre, je pense qu'il a dû avoir énormément de souffrances, énormément il a dû voir des horreurs, et ça, je crois qu'il ne voulait pas nous le raconter. Ici, nous sommes précisément à Cerny-en-Lannoy, dans la nécropole française, qui compte à peu près 5000 corps, que jouxte une nécropole allemande qui compte à peu près autant de corps. Ici, nous avons le soldat Teru Tanaroa Ateori, mort pour la France le 7 octobre 1918, donc dans les combats pour le chemin des Dames autour de la Royère et la chapelle Sainte-Berthe. Aujourd'hui, il reste quelques traces de ces combats, notamment le village de Parny-Filin a été en partie reconstruit, non pas à son emplacement d'origine, et il reste quelques ruines à l'entrée du village, là où se trouvait d'ailleurs le PC, le poste de commandement du bataillon du Pacifique. Mais ces terres ont été complètement comblées après-guerre et la vie a repris le dessus sur ces terres agricoles très fertiles du chemin des Dames. C'est qu'il y a eu certains qui sont portés disparus. Ils ont été enterrés dans les fosses communes, notamment dans le sud, à Fréjus, à Menton et d'autres villes du sud. Et pour cela, je crois on doit garder un souvenir, on doit garder un respect et beaucoup d'admiration. Comme dit l'adage, partir c'est mourir un peu, mais pour eux c'était mourir tout court. Alors, le cimetière de Cerny-en-Lannoy est un cimetière de regroupement fait aussitôt après la guerre pour regrouper les combattants retrouvés sur le chemin des Dames, sur les endroits qui nous entourent, c'est-à-dire le plateau de Vauclair, le plateau de Bray-en-Lannoy, la Royère, le ravin de Troyon qui est juste derrière nous. Donc on a rassemblé ici à peu près tous les corps qu'on a pu trouver dans les alentours. Il faut savoir aussi que près de 2000 de ces soldats n'ont pas été identifiés et reposent dans l'ossuaire qui est au fond de ce cimetière. « 30 Kanaks et 7 Calédoniens sont morts pour la France sur le chemin des Dames en Picardie. Leurs corps reposent dans les cimetières militaires de Flavigny, Soupir, Amblény, Cerny. Mais le sang versé au combat
les blessures de guerre et les décorations ne permettront pas pour autant aux Kanaks d'avoir droit à une vie meilleure. Les promesses faites par les recruteurs pour les inciter à s'engager ne seront pas tenues. Supaya kat menda usai menda dan menda kain de korre la win que mari win menda que mari. Alors là, c'est la photo de mon père qui porte toutes ces médailles. Alors, nous avons ici la Légion d'honneur, celle qu'il a reçue en dernier. Il y a la médaille militaire, la croix du combattant, la croix de guerre, la médaille de bronze en fait, voilà, c'est ça. Maintenant, il a d'autres médailles, mais je ne saurais pas les énumérer parce que je pense que ce sont des faits de guerre. Là, il était tout beau, là. Ban de jadi ai de parora no monda wake no wake pan no ko bi jange morge wa wa ma te pepe mari mo na yari nyara ma yari mani me pa kauri ni bunda wari ke wake ro pan no ri te kitrine ma ko te ne kunje jange kai wa bunda. Évidemment, les promesses qui ont été faites n'ont pas été tenues, ce qui va créer une forme de ressentiment assez fort. On s'est battu et finalement, la France n'est pas reconnaissante. Elle vient nous chercher quand elle a besoin de nous et puis quand elle a fini, c'est terminé. Donc les gens se retrouvent dans leurs conditions d'indigènes, soumis à l'habitation, soumis aux interdictions, etc. Et on va se mettre à produire un certain nombre de chants, un certain nombre d'élégies qui sont assez intéressantes dans différentes langues. On en connaît en wailou, on en connaît en païki, on en connaît en langue de tio. On en connaît évidemment, la plus célèbre, c'est celle en langue de marais, qui sont à la fois des évocations de la distance, du départ, de la douleur du combat, mais aussi beaucoup évoquent ce ressentiment. C'est-à-dire on s'est battu, on a donné, on n'a rien reçu en retour. De retour au pays, naturellement, la réadaptation à la vie civile a été difficile. Donc, pour les soldats européens également, qui ont vu que leurs propriétés avaient été délaissées, qui avaient perdu leurs enfants, pour certains leurs femmes aussi, les avaient quittés, donc ça a été très difficile de se réinsérer. Pour les soldats kanaks également, car en France, mis à part l'épreuve de la guerre, les soldats kanaks vivaient en somme plus librement qu'en Nouvelle-Calédonie sous le régime de l'indigénat. Ils pouvaient aller où ils voulaient quand ils étaient en permission et ils étaient considérés avec beaucoup d'égards par les populations métropolitaines parce qu'ils étaient là finalement pour les défendre. Donc à leur retour, en somme, la condition de coloniser dans le cadre de l'indigénat a été difficile à revivre en somme, même si des avantages ont été consentis aux anciens combattants qui étaient exonérés de taxes de capitation et qui ont pu eux aussi également trouver du travail. C'est ainsi qu'un brancardier pendant la guerre trouvait un emploi d'aide infirmier dans les dispensaires de brousse et ainsi de suite, car les anciens combattants kanaks avaient acquis, par exemple, une aisance dans la langue française, une connaissance de la société française qui leur permettait de s'insérer plus facilement dans certaines entreprises. Mon père était avant tout un kanak dans l'âme. Donc quand il est revenu de France, bien qu'il ait vu plein de choses, qu'il ait eu des contacts,
avec l'extérieur, qu'il ait eu cette ouverture grâce à la guerre. Lorsqu'il est revenu dans sa tribu, il a été repris tout de suite par la coutume. Et donc, il a repris sa vie comme avant. Quand ils sont revenus, c'est vrai que les associations d'anciens combattants, ça n'existait pas. À Lifou, ils se revoyaient dans les tribus, mais ça restait très, très restreint, quoi. C'est après, lorsque la maison du combattant a été mise en place, qu'il y a eu donc ces commémorations. Mon père, il y était à chaque commémoration. À leur retour, les combattants calédoniens se sont organisés en associations qui se sont comportés, en somme, comme des syndicats, comme des groupes de pression pour permettre aux anciens combattants d'avoir une pension, pour permettre aux veuves de guerre d'avoir leur pension et leurs enfants. Donc, l'amicale des anciens combattants a joué un rôle très très important après la Première Guerre mondiale. C'était devenu un patriote pur et dur. Et jusqu'à sa mort, tous les 14 juillet et les 11 novembre, il y avait un drapeau. C'était le drapeau français qui flottait sur la case. Et malgré les événements, jusqu'à sa mort en 91, personne est venu descendre le drapeau. Personne n'est venu critiquer. Parce que mon père, ainsi que les autres anciens combattants de cette guerre, il n'y avait que du respect et de l'admiration. Parce que papa, comme les autres, ils ont combattu pour ce que nous sommes nous maintenant. Nous sommes dans la chapelle mémoriale du chemin des Dames à Cerny-en-Lanois. Cette chapelle qui a été érigée en 1950 pour rendre hommage à tous les combattants de toutes nationalités. Alors comme on peut le voir tout autour de nous, il y a un certain nombre de plaques qui ont été apposées au long des années par les familles des combattants, pour la plupart disparus au chemin des Dames. Nous avons ici donc aussi cette plaque en souvenir du bataillon mixte du Pacifique et de ces soldats morts pour la France. Cette reconnaissance du sort des combattants venus de Nouvelle-Calédonie a été très très long à être reconnue. Alors si nous ne savons pas encore aujourd'hui quand cette plaque a été apposée ici, elle montre bien que une certaine mémoire s'est mise en place progressivement et une reconnaissance aussi a pu naître autour de sorts d'à peu près 1 millier de combattants venus de Nouvelle-Calédonie, venus ici se battre durant la Première Guerre mondiale. Ce type de plaque ainsi que les tombes montrent bien que cette mémoire continue d'être portée et qu'elle doit continuer aussi d'être portée. Aussi, entre guillemets, petit que puisse être le contingent de bataillons de Calédoniens, ce bataillon et ces hommes ont fait partie de ce grand effort collectif, de cette aventure terrible mais humaine qu'a été la Première Guerre mondiale. Comme un peu partout en France, il y a eu des monuments dans les années 20 qui se sont érigés. On connaît celui de Vaux, ensuite on connaît celui de Connay. Mais dans beaucoup de ces monuments, on n'avait que le nom d'engagement. Or, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas d'état civil. Et donc, souvent, les noms d'engagement sont les surnoms que se donnent les jeunes. Donc, il y a des noms assez amusants. Dans ma région, il y a des gens qui s'appelaient Avion, par exemple. Il figure comme ça sur le monument aux morts, parce que c'était un surnom. Donc il a fallu un temps, et même cette reconnaissance au travers des surnoms, c'est-à-dire les noms d'engagement qui avaient été utilisés par l'armée lors des engagements, sur le monument aux morts de Nouméa, pendant très longtemps, ne figuraient que les Européens. Le monument aux morts de la ville de Nouméa,
qui est la capitale de notre pays, ne comportait pas le nom des anciens combattants morts pour la France, Kanak. Ce qui fait que le premier gouvernement de l'accord de Nouméa a demandé aux autorités militaires de faire inscrire le nom de tous les combattants Kanak morts pour la France. Ce qui a été fait à partir du 11 novembre 2000. Aujourd'hui, devant la caserne Galipasbok, le monument aux morts du pays, celui qui symbolise l'ensemble des monuments aux morts, se trouve le nom de tous les morts pour la France. L'oubli a été réparé, mais ça dit aussi cette espèce de distance qu'il y a eu, et ces anciens combattants ont été regardés aussi par leurs frères qui étaient restés au pays comme des gens qui s'étaient aventurés dans quelque chose qui n'avait pas de sens. Ils s'étaient battus pour un pays qui ne reconnaissait personne et qui les conditions ne changeaient pas, et tout ça était complètement illusoire. Donc il y a un grand sens du temps et du sang perdu, et des paroles non tenues. Voilà, cette émission est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux connaître cette période douloureuse de la Première Guerre mondiale. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir à tous. Un arme, un soldat.